Bonjour à tous et puis bonjour Gilles. On va tourner aujourd'hui la FAQ numéro 2, sachant que la première on l'avait tournée à Paris, dans la pollution, à Montmartre. J'avais fait une marche rapide et on a décidé de changer de contexte et maintenant on se trouve ici au milieu de la forêt en Bourgogne. C'est magnifique. Il fait chaud donc on s'est mis à l'ombre et je suis prêt à répondre aux questions des internautes, sachant que je n'ai pas eu connaissance des questions, donc là je vais les découvrir avec vous. Donc voilà, c'est parti. Ne va-t-on pas vers un état fasciste du contrôle de la pensée avec Facebook et sa dénonciation des propos haineux ? Totalement. Alors je recommande un livre là-dessus que j'ai lu dernièrement, qui est vraiment très bien. C'est le livre de Jean Bricmont, La République des censeurs. Ce livre, je l'ai avalé en quelques jours. Justement, il explique cette dérive d'une république qui tend en fait à imposer la bien-pensance et à l'imposer par la censure, et qui donc devient le contraire de ce qu'elle est censée être, tu vois. C'est-à-dire la République, c'est censé être la démocratie, la défense des libertés individuelles et collectives, et en fait, on se rend compte par la dérive notamment des GAFA, qui de plus en plus contrôlent les réseaux dont ils se sont emparés par la logique des marchés et de la concurrence. Il reste finalement c'est un oligopole, c'est-à-dire il reste Google, il reste Facebook, YouTube, etc. Donc quelques grosses multinationales qui contrôlent les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion de vidéos, etc. Et eux, maintenant, ils se mettent forcément à la demande même parfois des gouvernements, puisqu'on a vu que Macron a rencontré Zuckerberg à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour lui dire, il y a une menace contre la démocratie, qui est en fait le complotisme et la cyber-haine. Et donc, il faut qu'il y ait un bouton de signalement de ces propos sur les réseaux sociaux et qu'en moins de 24 heures, ces contenus, et ce sera la responsabilité des hébergeurs et des plateformes, de faire supprimer ces propos. Mais sur quels critères, en fait ? Sur quels critères on va définir qu'un contenu est du complotisme ou de la cyber-haine ? Est-ce que demain dire, il y a une oligarchie et puis il y a des gens qui sont exploités par l'oligarchie, qui est un discours marxiste qu'on tient depuis 2 siècles, est-ce que ça va devenir des propos complotistes et haineux envers les riches, tu vois ? Est-ce que ça rentre dans leur définition ? Peut-être. Et le problème, c'est ce peut-être. Parce qu'il y aura des gens qui devront décider de ça, qui vont cliquer pour supprimer telle ou telle parole. Et ces gens-là, ils vont être sous le contrôle de qui ? Pas de nous, pas de la démocratie, pas de la République, qui vont être sous le contrôle des multinationales, elles-mêmes dépendantes de ce que leur demandent les États, du pouvoir. Donc au final, effectivement, on a devant nous un système qui se dessine, qui est un système clairement dictatorial. D'ailleurs, on a un pied dedans, c'est pas demain, c'est maintenant, la dictature. Votre média ayant un point de vue subjectif assumé, quels qualificatifs peuvent désigner votre position ? Libéraux ? Identitaires ? Antisionistes ? Alors c'est une bonne question, j'y ai réfléchi longuement et je pense qu'il faut découpler 2 choses. Il faut découpler ce que nous, individuellement, en tant que reporters, on a comme opinion personnelle, et on en a et on les assume dans nos questions, il n'y a pas de problème, et qui ne sont pas les mêmes d'un reporter à l'autre d'ailleurs. Thibaut est royaliste, Pierre est plutôt anarchiste, moi je suis chaviste, c'est-à-dire patriote fondamentalement, bien sûr, avec toujours cette dimension sociale qui est très importante. Je pense que c'est ça un peu les fondamentaux de chacun. Et le travail qu'on fait sur le terrain, c'est un travail d'essayer d'y voir plus clair, en fait, tout simplement, et de poser les questions qui nous paraissent sensées aux gens qui vivent les événements de l'intérieur. Donc notre ligne, quand on est sur le terrain, c'est pas une ligne politique, c'est la ligne de comprendre ce qui se passe. Et c'est déjà quand même relativement compliqué quand on est sur le terrain, quand on a le nez devant les événements, d'essayer de prendre du recul, de la hauteur et de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi les gens font ce qu'ils font, ou plutôt essayer avec eux de construire un dialogue, donc c'est ce qu'on appelle la dialectique, et d'essayer d'arriver à une vérité supérieure qui est pourquoi quelqu'un se retrouve dans une manifestation en 2019 à Paris de Gay Pride ou dans une manifestation des Gilets jaunes. Pourquoi on en est arrivé là ? Comprendre avec elle ce qui s'est passé pour qu'elle en soit là, et savoir si elle-même le sait, en a conscience, et les contradictions que recouvre son action. Donc je dirais pas que quand on est sur le terrain, on a une vision idéologique des choses, en fait. Faut pas croire que moi j'ai mon petit logiciel dans la tête et que quand j'arrive, je vais imposer mon truc, je vais imposer mon cadre de pensée aux gens. C'est pas le cas, même si parfois ça peut arriver.
quand je suis face à des foulards rouges, que c'est trop évident, que c'est trop... que vraiment, ils me racontent des salades et que c'est une évidence. Oui, effectivement, là, du coup, là, le cadre de pensée prend le dessus et je les taquine. C'est vrai. Mais c'est pas tout le temps comme ça que j'aborde un sujet. Quand je vais voir, j'en sais rien, moi, quand je vais voir un forgeron, quand je vais voir des paysans qui essaient de construire une AMAP dans un Lidl qu'ils ont racheté, et ben, j'essaie de comprendre leur démarche, en fait. C'est pas une démarche idéologique que j'ai. Fondamentalement, je veux dire. C'est essayer de les comprendre, tout simplement. Et je crois que ça devrait être la démarche de tout bon journaliste, en fait, de confronter les points de vue et d'essayer de percer les mystères des actes de chacun et de chacune. Tu as fait une photo avec des Raéliens. Cautionnes-tu leur agissement ? Alors, effectivement, j'ai fait une photo avec les Raéliens au bal des Quenelles 2018 parce qu'il y avait des Raéliens et qu'ils étaient sympathiques et que j'ai rien contre eux, a priori. Et qu'ils m'ont demandé de faire une photo. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, que je l'ai faite tout simplement comme j'aurais pu la faire avec n'importe qui, et ça ne me dérange pas du tout. Je connais pas le raélisme. J'ai pas une connaissance approfondie. J'ai discuté avec quelques Raéliens, mais ça ne m'a pas permis de savoir exactement ce qu'il en était. Donc j'ai pas d'a priori négatif sur les choses. Moi, je pars pas du principe que les gens, quand je les rencontre, c'est des enculés. Je pars du principe que les gens, quand je les rencontre, c'est des gens intéressants qui ont quelque chose à m'apprendre. Donc là, en l'occurrence, oui, j'ai fait une photo, mais je ne suis pas raélien moi-même. C'est pas parce qu'on fait une photo avec un raélien. Vous voyez, ça c'est la logique Antifa. C'est tu fais une photo avec un tel, donc tu deviens comme un tel. Non, moi je raisonne pas comme ça. Je peux très bien faire une photo avec n'importe qui et je ne suis pas lui, nécessairement. Et je ne pense pas comme lui. Et si demain je découvre qu'en fait les raéliens c'est des méchants qui tuent des enfants et qui font des rites sataniques, bon bah j'aurais fait une photo avec eux, mais ça ne voudra pas dire que je suis moi-même satanique. Et je pourrais très bien critiquer demain les Raéliens. Donc c'est le principe de la pensée, en fait, de hiérarchiser les choses, voir les choses en profondeur, et pas se contenter de la première idée qu'on a quand on voit une photo. C'est pas parce que j'ai fait une photo avec des Raéliens que je suis Raélien. Et je vois qu'il y a cette critique dans une vidéo quelqu'un a faite, en disant voilà, regardez, il a fait une photo avec un Raélien, attention, méfiez-vous de Vincent Lapierre, regardez, il fricote avec les Raéliens. Non, je ne fricote pas, je les ai rencontrés 2 fois, en tout et pour tout dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un de curieux, donc ça m'a interpellé, des Raéliens. Mais non, je ne suis pas Raélien. Dommage. Vous ne pourrez pas m'enfermer dans une case facilement, vraiment. Pourquoi avoir arrêté les reportages sur les Gilets jaunes ? Alors, on ne les a pas arrêtés, on continue à les faire. Thibaut continue à faire des reportages régulièrement sur les Gilets jaunes. Alors, c'est sûr, maintenant, on n'y va pas tous les samedis. Parce que quand même, on a couvert, je sais pas, on a dû faire 25 reportages sur les Gilets jaunes. C'est énorme sur un mouvement social qui par définition, qui revendique la même chose 25 semaines d'affilée. Et on a réussi quand même à tirer de ça 25 reportages qui sont tous, je pense, intéressants, attractifs. On ne se représente pas ce que ça veut dire, mais c'est un boulot énorme. Et au bout d'un moment, au bout du 25e reportage sur les Gilets jaunes, sachant que nos reportages sont quand même basés sur l'interaction avec les gens, sur nos questions, etc., trouver un angle différent, intéressant, qu'on n'a pas encore abordé, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est ce qui explique que maintenant, on espace les reportages sur les Gilets jaunes, mais notre intérêt est toujours aussi grand à l'égard de ce mouvement social. Et de toute façon, l'information sur ce mouvement est extrêmement importante et on ne doit pas l'arrêter, parce que les grands médias ne font pas le travail sur ce mouvement-là et sur beaucoup d'autres sujets, hein. C'est juste un exemple parmi d'autres. Mais avec les Gilets jaunes, on a découvert, et là j'ai vu que récemment il y avait une étude qui avait été faite à l'échelle de tous les pays européens, ça concernait même pas que la France, mais 1 Français sur 2 doute et estime que les médias traditionnels produisent de la désinformation. C'est un sondage qui est sorti récemment, et la conjonction de tout ça fait que il est absolument important pour les médias indépendants, pas que nous d'ailleurs, l'ensemble des médias indépendants, couvrent au maximum les manifestations des Gilets jaunes et informent sur ce qu'est réellement ce mouvement. Je pense qu'on a fait le boulot aux médias pour tous. D'ailleurs, les Gilets jaunes s'y sont pas trompés, parce qu'ils ont bien vu que les reportages qui sortaient sur eux, sur les manifestations qui se produisaient essentiellement sur les Champs-Élysées, c'est vrai,
quand même pas mal concentrés sur Paris. On est allé un peu à Toulon, on est allé à Toulouse, où ça s'est pas très bien passé d'ailleurs. On a fait quelques reportages comme ça en région, on est allé à Bordeaux aussi. Donc on n'a pas fait non plus que Paris, on a fait Paris surtout, mais aussi d'autres villes. Et les Gilets jaunes qui ont vu nos reportages, l'ensemble des Gilets jaunes ont vu que c'était représentatif de ce qui se passait à l'intérieur des événements. Donc on a fait le travail, on va continuer à le faire. Simplement, c'est normal qu'au bout de 25 actes, et maintenant je crois qu'ils en sont au 32e acte, ça s'espace un peu, tu vois. Et puis c'est marrant parce que quand tu couvres pas une manifestation des Gilets jaunes, on te reproche de ne pas la couvrir. Et quand tu couvres toutes les manifestations des Gilets jaunes, on t'accuse d'être à la remorque des Gilets jaunes et de faire une utilisation politique de ce mouvement. Donc non, c'est logique en fait. Notre réaction est absolument logique. On espace parce qu'on a forcément de moins en moins de choses à montrer, de nouvelles sur ce mouvement. Allez-vous adapter le choix de vos sujets à votre public majoritairement de droite ou ne jamais vous laisser dicter vos sujets par votre audimat ? Alors la réponse à cette question est évidente et elle est non. On ne va pas et on ne le fait pas d'adapter nos reportages à notre public. Pourquoi ? Déjà parce que notre public en lui-même est éclectique, c'est-à-dire que tout notre public n'est pas de droite ou n'est pas de gauche, ou certains même n'ont pas de positionnement politique précis. Donc déjà, nous, quand on fait nos reportages maintenant, on voit bien que ça plaît à certains, pas à d'autres, etc. Donc on n'est pas dans une démarche de publicitaire à vouloir plaire à un maximum de gens. On fait surtout des sujets, en fait, il faut bien comprendre comment on les choisit. C'est des sujets qui nous plaisent à nous, le Média pour tous, notre équipe. On a un fonctionnement qui est quand même très collégial, où quand on a quelqu'un qui est justement le préposé pas au choix des sujets, mais justement à la proposition des sujets, donc qui récolte les propositions des gens, parce que des gens nous proposent des sujets sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Donc déjà, on prend en compte ces sujets-là. Ensuite, on regarde ce qui se passe dans l'actualité qui pourrait nous intéresser et on va là où, finalement, on va vers les sujets qui nous plaisent à nous. Donc, c'est pas des sujets on les choisit pas en fonction de notre public. Voilà, c'est ça la réponse à la question. Et ça me paraît être une démarche relativement saine, de ne pas s'enfermer dans un style de sujet. On ne va pas faire un sujet par jour sur le sionisme, tu vois. Parfois, il y aura des reportages qui ne vous plairont pas forcément, ou le journaliste, le reporter, puisque ce ne sera pas forcément moi dans tous les cas. Même le but, c'est qu'à terme, ce ne soit pas que moi qui fasse des reportages, et on a déjà commencé à le faire. Et bien que ce reporter traite un reportage sous un angle qui ne vous plaît pas trop. C'est possible, et c'est bien, en réalité. C'est bien que le Média pour tous aborde les sujets de façon différente et sous l'angle que le reporter aura choisi. Un angle ouvert en général, bien sûr, il ne faut pas qu'il s'enferme lui non plus dans une doctrine, dans une idéologie. Il faut qu'il soit ouvert aux gens qui l'interviewent, qui cherchent à les comprendre réellement. C'est ça l'angle, chercher à comprendre les gens, pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous êtes animaliste, pourquoi vous défendez telle ou telle cause, pourquoi vous êtes dans cette gay pride, etc. Peut-être effectivement que les réponses qui seront apportées ou que les questions qui seront posées ne vous plairont pas, et c'est normal. Et c'est pas une raison suffisante pour arrêter de nous soutenir, pour arrêter de nous regarder, parce qu'un reportage sur les 100 qu'on a fait ne vous aura pas plu. On a remarqué par exemple que tous les sujets qu'on traite sur la France, sur l'enracinement, sur un savoir-faire spécifique, par exemple la forge, par exemple Cœur paysan, on s'est rendu compte que ces vidéos-là faisaient moins de vues que, par exemple, les gilets jaunes, les sujets polémiques, les sujets où il y aura des antifas, etc. Et pourtant, on continue à les faire. Parce que ça nous semble extrêmement important de faire des sujets qui parlent de la France, qui parlent du positif, qui soient dans le constructif, pas uniquement dans la critique du système, regarder les élites comme elles sont méchantes. Tu vois. Il faut aussi faire des sujets pour montrer qu'il y a des gens en France qui bossent, qui ont un savoir-faire, qui a une richesse en France, qu'on a de la chance de vivre en France. Et ça, c'est vraiment un rôle fondamental d'un média. En tout cas, c'est la vision qu'on a, nous, du Média pour tous. Vous êtes combien en tout chez le Média pour tous ? Tous bénévoles ? Alors non, tout le monde n'est pas bénévole. On a au contraire, je dirais, 3/4 des gens qui sont même rémunérés pour ce qu'ils font. Au Média pour tous, on essaie d'avoir un projet qui est éthique dans ce qu'on produit, en information, mais aussi éthique en arrière-boutique et en coulisses, à payer les gens correctement et de façon décente. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ça ne serait pas logique de vouloir faire un projet honnête et puis en même temps, par derrière, d'exploiter ceux qui travaillent avec nous. Donc, on rémunère les gens correctement. Donc, il y a à peu près 11 personnes qui bossent pour le Média pour tous, ponctuellement ou à temps plein, et qui sont rémunérées par le Média pour tous. Donc, on a JN en pré-production. On a, en tant que reporter, Vincent, moi,
Thibaut et Pierre. On a Romain en tant que cadreur. Michel aussi qui fait du cadrage et du montage. En montage, on a Gilles, toi. On a Morane et Tony. Et pour ce qui est de l'association et l'organisation plus générale, on a Franck, Viken et Jean-Édouard. Et on a Benjamin aux vignettes. Donc voilà, ça c'est les gens qui sont rémunérés ponctuellement ou plus régulièrement. Et puis ensuite, on a un ensemble de gens qui nous aident de façon bénévole. Et puis là, je tairai leur nom parce que ça concerne le site internet qui a été fait, je le précise, gratuitement par quelqu'un qui nous a beaucoup aidé et que je remercie là, vraiment du fond du cœur. Un codeur de talent. Et puis, il y a des gens qui nous aident dans l'infrastructure, etc. Donc, je les remercie vraiment. Et puis, au-delà de ça, il y a tous les contributeurs, bien sûr, qui nous aident par leur apport régulier, financier, et qui nous permet d'exister. Pourquoi être devenu franc-maçon et avoir remplacé ton logo par la pyramide Illuminati satanique ? On a remplacé notre logo par une pyramide. Ah oui, c'est vrai que quand tu retournes, c'est un M en fait. En fait, c'est une forme de player avec un M et aux couleurs de la France, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, tu vois. Donc tu as un M et puis tout à côté, tu as un petit triangle. Bah ouais, donc forcément, quand tu le retournes, ça fait une pyramide avec... il manque plus que l'œil, quoi. Je veux dire... Non, mais non, c'est le fruit du hasard. Ça n'a rien d'un complot maçonnique. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne l'ai jamais été. Je ne crois pas que dans notre équipe, il y ait de francs-maçons. Aucun, à ma connaissance. Et puis voilà. C'est une question de graphisme, simplement. As-tu peur des fois sur le terrain ? La réponse est oui, bien sûr. On a tous peur. Mais la vraie question derrière, c'est comment on fait pour surmonter cette peur. Je me retrouve parfois dans des situations où effectivement il y a du monde qui me déteste parce qu'ils pensent que je suis un facho. Vous avez tous vu ça dans les reportages. Et en fait, il faut bien comprendre que moi j'ai quand même fait mes armes au Venezuela, dans les quartiers les plus chauds, où j'ai fait ma thèse de doctorat en immersion sur le terrain et j'ai rencontré des situations d'une extrême dangerosité où ma vie était en danger. Moi, je le dis, hein. J'étais accompagné par un cousin de Colombie. Il m'a aidé à faire ma thèse sur le terrain au Venezuela. Et puis des gens du quartier qui, peu à peu, ont commencé à me protéger, etc. Mais il faut savoir que j'étais quand même dans des lieux où le taux d'homicide était le plus élevé au monde, dans les pays en temps de paix. Et le sujet fondamental, c'est de surmonter sa peur pour parvenir à son objectif, finalement. Et pour ça, il y a, moi, un poème qui me touche profondément, parce que mon père me le récitait quand j'étais petit, et qui est une ligne de conduite. C'est « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling, qui est l'auteur du livre de la jungle, auteur anglais. Et ce poème, c'est le suivant, je vais le réciter, c'est si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais observer, méditer et connaître, sans devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser le rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave mais jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et supporter ces deux menteurs d'un même front, si tu peux garder ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Je crois que tout est résumé. Pourquoi ne diffuses-tu pas intégralement tes reportages vidéo ? Le chantage commercial du payer pour y avoir accès est contradictoire avec ton engagement.
Alors oui, ça pose la question du modèle économique. Alors le truc, c'est que, par exemple, cette bonnette, elle coûte 120 euros. Ce micro, il coûte 1200 euros. Les trépieds là, qui servent à maintenir les caméras sur lesquels sont posées les caméras coûtent, 350 euros facilement. 400, 500 euros. Les caméras elles-mêmes, elles peuvent aller jusqu'à 3000 euros, voire plus. Quand on se fait casser une caméra, la dernière fois, des antifas m'ont arraché l'écran, ça nous a coûté 1500 euros. D'ailleurs, on ne l'a pas réparé, on a trouvé une solution alternative, on a mis un petit écran déporté. La personne qui est actuellement derrière la caméra, elle a une famille, elle a 2 enfants, Camille et Louis, qu'il faut nourrir. Et puis moi-même, j'ai une vie. Je dois acheter cette chemise pour m'habiller, je dois payer mon loyer, etc. Donc, c'est des choses de base, mais si tout était gratuit, et franchement, en plus, la plupart du contenu qu'on fait est gratuit, et si tout était gratuit, je pourrais pas me payer ma chemise, lui pourrait pas nourrir ses enfants, et il n'y aurait pas de caméra d'ailleurs sur ce trépied. Donc ce serait problématique. Et puis aussi, il faut voir les choses sous un autre angle, c'est que du coup, nous, on rémunère des gens. Environ 11 personnes qui travaillent avec le Média pour tous. On les rémunère correctement. Et ces gens-là passent du temps à monter, à tourner, ils prennent des risques. Mon cadreur prend des risques. Ceux qui s'occupent de l'organisation, de la pré-production, de la diffusion sur les réseaux sociaux, de la réponse aux gens. Quand vous nous envoyez un mail, on répond. Ceux qui travaillent sur le site, c'est du codage, etc. Et puis, ces gens-là, si on ne les payait pas, déjà, ils passeraient beaucoup moins de temps sur le projet, donc on ne pourrait pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, d'une part. On ne pourrait pas exiger d'eux un travail professionnel aussi, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, le bénévolat, c'est très bien, ça marche bien quand la structure est petite, etc. Mais quand tu as besoin de construire un projet avec des normes professionnelles, comme c'est notre cas, il faut payer les compétences dont on a besoin. Ça me paraît totalement juste. Et puis, ces gens-là, s'ils ne travaillaient pas avec nous, ils travailleraient avec d'autres, qui eux les payeraient. Donc ça pourrait être, j'en sais rien, est-ce qu'on n'aurait pas un monteur qui partirait chez BFM TV pour gagner un peu de sous, ou à McDo dans des métiers plus précaires, etc. C'est aussi une problématique. Donc tout ça, ça a un coût, et pour ça, il faut y payer. Et pour payer, il faut que vous contribuiez. C'est pas grave de donner 2 euros par mois. Enfin, faut 2 euros, 5 euros, 10 euros pour ceux qui gagnent un peu plus. 20 euros ou 50 euros, 100 euros, même pour les plus généreux d'entre vous. Il y a des gens qui peuvent nous aider, qui le font. Et je les en remercie du fond du cœur. Et c'est pas gravissime. Eu égard à la défiance de plus en plus forte qu'il y a contre BFM TV, TF1, M6, dont on sait qu'eux sont financés par contre, pour le coup, par des gens comme vous qui acceptent plutôt que de s'acheter un paquet de cigarettes ou une baguette de pain, vont nous donner 5 euros par mois. Eux, par contre, ils sont financés par Lagardère, par Bernard Arnault, par Patrick Drahi, qui eux sont liés à des intérêts financiers, économiques, parfois même industriels, et voire même dans l'industrie de l'armement, etc. Je pense à Bouygues ou à d'autres. Là, effectivement, c'est leur modèle économique à eux est hautement critiquable. Là, je dis pas le contraire. Mais le Média pour tous, critiquer notre mode de financement, c'est quand même un peu... par comparaison, c'est quand même un peu abusé, là. Hein. C'est comment il s'appelle ? Il s'appelle Philippe. Philippe. Ouais, Philippe. Oh. Après l'agression de Toulouse, la police a-t-elle trouvé les valeureux antifas ? Non, parce que j'ai pas porté plainte. J'ai pas porté plainte contre eux parce que j'ai compris que ça servait à rien. C'était une perte de temps nette. D'ailleurs, je vais quasiment même plus, quand je me fais agresser, je vais plus aux urgences, ça sert à rien non plus. On est vraiment livré à soi-même. Faut vraiment en avoir conscience. C'est que quand tu vas voir la police... Moi, la dernière fois que je suis allé à un commissariat pour porter plainte, c'était quand je m'étais fait agresser par les cheminots. Je m'étais fait quand même voler mon téléphone, ils avaient cassé ma caméra. Et le commissaire de police m'avait dit « Monsieur Lapierre, je ne veux plus jamais vous revoir dans ce commissariat parce que vous allez chercher les ennuis en allant dans ces manifestations. » J'avais absolument halluciné, quoi. Je lui ai demandé « Mais alors, vous servez à quoi, en fait ? Je me fais agresser, si je peux pas porter plainte, vous servez à quoi, en gros ?» Il m'avait dit « Rentrez pas dans la polémique avec moi, ne revenez plus nous voir. On vous prend cette plainte et puis après, c'est terminé. » J'ai halluciné. J'aurais dû enregistrer, tu vois.
Mais en gros, effectivement, non, ça sert à rien. Et puis les urgences, c'est pareil. Hein. J'y vais, il y a 4 heures d'attente. Tu pars au bout d'un moment, tu vois. Tu pars. Futur sujet peut-être. Futur sujet, ouais, effectivement. En caméra cachée, montrer l'état des hôpitaux en France, c'est une honte. Nous aurions tous honte si on savait comment sont traitées les personnes âgées dans les EHPAD, les malades dans les hôpitaux. Tu sais, en fait, une fois j'étais allé en Colombie, j'avais un oncle qui était gravement malade, il était allé aux urgences, et j'avais halluciné sur cet hôpital, c'était la Cour des Miracles. Je me souviens qu'il y avait des gens dans les couloirs, par terre, etc., une queue de fous. Et en fait, je me rends compte que eux s'améliorent, et que nous, on devient comme eux il y a 10 ans, tu vois. Il y a une inversion des courbes. C'est hallucinant, les hôpitaux en France aujourd'hui. Hallucinant. Ça devient la Cour des miracles. Avec aussi les médecins, qui sont totalement débordés, progressivement remplacés par des médecins qu'on recrute en Europe de l'Est, etc., à cause du numerus clausus, tu vois, parce qu'on manque de médecins. Donc forcément, on va recruter ailleurs à des tarifs moins chers. Donc le médecin d'un service a à côté de lui des médecins qui parlent à peine le français et qui sont payés moins que lui, tu vois. Donc il y a une concurrence entre médecins. Et moi, je me souviens que j'ai un oncle en fait qui est mort à l'hôpital et il était soigné par un médecin d'Europe de l'Est ils n'arrivaient pas à communiquer ensemble. Ils n'arrivaient pas à se comprendre en fait. Alors que quand même la base du métier de la médecine, c'est d'écouter son patient, de comprendre ce qu'il a, ses symptômes et de le traiter, quoi, de le soigner. Et puis la part psychologique du métier est absolument fondamentale dans la médecine, tu vois. Et là, on dérive vers un système en fait où on va nous obliger à prendre des polices d'assurance privées comme aux États-Unis, tu vois, où tu seras bien soigné, parce qu'en fait, tu es bien soigné dans les cliniques privées. Simplement, ça va te coûter une blinde, quoi. Et donc, les riches vont pouvoir avoir une médecine de haut niveau, tu vois, ils vont pouvoir aller à l'hôpital américain à Paris, tu vois, typiquement. Et puis, les pauvres, ils vont être dans le service public surchargé avec des médecins payés à coups de lance-pierre, sans aucun moyen, des machines qui se dégradent et compagnie. Donc, on va clairement vers ça, mais c'est le projet de Macron. Hein. Ça, c'est le projet de Macron. Donc tout ça, il faut le montrer. On fera une caméra cachée un jour dans un hôpital. Ça, il faut le faire. Pourquoi ne pas faire des interviews de personnes plus ou moins connues en face-à-face dans un studio ? Alors, c'est une bonne question. Décidément, il y a beaucoup de bonnes questions. Effectivement, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On a tourné la première de cette émission dans un studio. On a investi grâce aux contributeurs. On a pu monter un plateau. C'est-à-dire qu'on va avoir des invités qu'on n'invite pas à la télé. Là, en l'occurrence, le premier invité, c'était Romain Migus, qui est probablement le Français qui connaît le mieux le Venezuela. Il a vécu là-bas 12 ou 15 ans, sous Chavez. Ensuite, il a vécu en Équateur, il connaît très bien l'Amérique du Sud. Il a écrit 3 bouquins, dont un avec Eva Gollinger, qui était une très très proche de Chavez, une avocate américano-vénézuélienne, qui a déclassifié des documents de la CIA sur le coup d'État que la CIA a fait contre Chavez en 2002. Donc il a écrit un livre avec elle, donc c'est pas rien, c'est quelqu'un qui a de bons contacts au Venezuela. Son livre sur le programme de la MOUD, qui est l'opposition à Chavez, a été cité de nombreuses fois par Chavez durant sa dernière campagne présidentielle. Livre en main, lisez le livre de Romain Migus, il a été publié à 250 000 exemplaires. Voilà le type d'invités qu'on veut avoir dans cette émission, c'est-à-dire des invités qui sont très compétents dans leur domaine et qu'en même temps on n'invite pas dans les médias. Je crois qu'il est invité par RT, mais c'est les seuls qui invitent Romain Migus. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, donner la parole à des spécialistes. C'est-à-dire qu'on a le côté reportage. Reportage, j'aime beaucoup parce que c'est aller voir les gens du quotidien, les Français de tous les jours, les Français qui travaillent, à qui on donne vraiment pas, pour le coup, la parole dans les médias dominants ou très peu dans des petits reportages. 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là. Hop, tout d'un coup, tu as le peuple qui parle. Mais qu'on coupe au moment où ils vont dire des choses un peu contestataires, qui ne vont pas dans le sens de Macron, etc. Donc, nous avons cette démarche-là sur le terrain, qui est à mon avis une démarche salutaire, importante, nécessaire, réhabiliter le reportage de terrain, reconquérir par la base, par un média citoyen, le terrain. C'est-à-dire qu'il faut, si un jour il y a un attentat, qu'on puisse se mobiliser, ou que ce soit en France, avec un micro, le média pour tous, pourquoi pas, mais sinon par d'autres médias, il n'y a aucun problème, et qu'un citoyen interroge les gens, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir et qu'on laisse cette maîtrise du terrain aux médias de masse. C'est très dangereux pour la démocratie,
parce que du coup, on nous montre les événements que sous un seul angle. Mais par ailleurs, il faut faire un autre travail qui est celui de donner la parole dans la longueur à des spécialistes de leur domaine. Et des spécialistes qu'on ne voit pas à la télé, qui ont peut-être une vision différente des choses, sur par exemple le climat. Sur le climat, il y a quand même une pensée dominante à la télé. Il faut pouvoir donner la parole à ceux qui pensent le contraire, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique de nature anthropique, c'est-à-dire créé par l'homme. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas de point de vue spécifique sur la question. Je ne suis pas moi-même spécialiste. J'en sais rien. Le fameux « j'en sais rien » sur cette question-là. Et j'aimerais savoir. Et j'aimerais entendre ce qu'on n'entend pas à la télé. Même si, par ailleurs, je ne regarde pas la télé. Et sur cette question-là, ou sur d'autres, par exemple aussi sur le 11 septembre, tiens, j'ai découvert, avec toi d'ailleurs, que quand on tape maintenant 11 septembre sur YouTube, même 11 septembre, théorie du complot, on tombe que sur des vidéos, allez voir, faites le test, que sur des vidéos de l'INA, des vidéos de TF1, des vidéos institutionnelles en fait, des vidéos du système, du pouvoir. C'est le pouvoir qui nous en renseigne sur le 11 septembre désormais quand on va sur YouTube. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est-à-dire il y a 10 ans, jusqu'à même il y a 5 ans, jusqu'à même il y a 2 ans, c'était encore une voie d'information alternative, YouTube, et ça ne l'est plus en fait, de par la loi qui est passée, entre autres, hier, sur la lutte contre la cyber-haine. Donc maintenant, en fait, quand on va sur YouTube, c'est un peu une télé alternative. Ce qui pose la question d'ailleurs, de savoir jusqu'à quand nos reportages pourront être publiés sur YouTube. Et il faut impérativement qu'on ait l'intelligence, la compétence de construire des voies d'information alternatives au-delà de YouTube. Maintenant, YouTube, ça va devenir comme la télé. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire notre travail sur YouTube ? J'ai un doute. Donc il va falloir qu'on aille sur des réseaux totalement indépendants, des canaux d'information indépendants. Et c'est sur ça qu'on travaille. On est d'ailleurs sur SolidTube, on a un compte qu'on alimente. SolidTube, qui sont des jeunes Français qui ont fait une plateforme telle que YouTube, mais alternative ou incensurable. Et il faut passer par ces canaux-là, il faut, nous, qu'on y aille, qu'on en fasse la promotion, mais il faut aussi que les gens y aillent. Sinon, ça n'a aucun sens. Si on y va et qu'on fait 10 vues sur BitChute et sur SolidTube, ouais, nous, je veux dire, la mission n'est pas remplie. Il faut que les gens, aussi en tant que spectateurs, aient le réflexe de moins en moins s'informer sur YouTube et d'aller de plus en plus et d'informer autour d'eux sur ces réseaux, ces canaux d'information alternatifs. C'est fondamental. Combien de temps vous faut-il en moyenne pour avoir un produit fini de reportage ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Donc, ça va me permettre de développer sur comment on fait un reportage. En fait, au départ, un reportage, c'est un sujet qu'on doit choisir. Et pour choisir un sujet, ça ne se fait pas tout seul. Il faut savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vue d'ensemble sur les événements qui vont se produire. Donc aller chercher les informations. Donc ça, c'est un travail de pré-production. Et on a une personne qui est affectée à ça, c'est-à-dire à faire une liste de ce qu'on peut potentiellement couvrir. Une fois qu'on a la liste, il faut choisir, discriminer entre tous les événements qu'on pourrait produire, qu'on pourrait couvrir. Il faut qu'on choisisse les plus pertinents à couvrir, selon nous, ceux qui nous intéressent le plus. Donc ça, c'est un travail qu'on fait de façon collégiale une fois par semaine. On se réunit tous sur Skype et puis on choisit, cet événement, ce serait bien de le couvrir. Tiens, ce serait bien que Thibault le fasse. Peut-être qu'il aurait un angle différent du mien, etc. Donc, on choisit ensemble les événements à couvrir, aussi en fonction de notre budget, parce qu'on peut pas... On aimerait bien avoir une chaîne en continu, H24, tout couvrir, mais non, on a une contrainte budgétaire qui est très importante dans notre choix. Et une fois qu'on a choisi, il faut s'organiser pour le couvrir. C'est-à-dire qu'on a cette personne en pré-production qui est, son rôle, c'est aussi de, sur chaque événement, faire un résumé de l'événement, qui sera là, quel est le danger potentiel, est-ce qu'il faut une accréditation, appeler les personnes organisatrices, se mettre d'accord sur un point de rendez-vous pour que le reporter et le caméraman se retrouvent au bon endroit au bon moment. C'est des choses toutes bêtes, mais mine de rien, quand on le fait, on se rend compte qu'on rencontre toutes sortes de difficultés qu'on n'imagine pas en fait. Ensuite, le reporter a à sa charge de se préparer au reportage, c'est-à-dire lire, être en interaction avec celui qui fait la pré-production, préparer le reportage. Donc tout ça, c'est ce qui se fait en amont du reportage. Ensuite, une fois qu'on est dans la phase de production avec le caméraman, là c'est caméraman et parfois garde du corps, ça dépend de l'événement, c'est défini aussi en amont par la pré-production. C'est le reportage en lui-même, couvrir l'événement,
On dit qu'il faut charbonner, c'est-à-dire avoir un maximum d'interviews, contrairement aux médias de masse qui font peu d'interviews en fait. Moi, je les ai vus travailler très souvent dans les meetings de Macron, etc. Je les ai vus bosser, les mecs. Ils font en général 4-5 interviews et ils partent. Après, ils coupent machin, ils font leur petit sujet de 3 minutes sur un événement. Nous, vraiment, on rentre en profondeur, on essaie vraiment de comprendre les gens, on les laisse parler longtemps, dans la durée, c'est très important. Donc, on fait le reportage et ensuite, on passe à la phase de montage. Et il faut savoir que le montage prend énormément de temps. Ça, c'est quelque chose qui est totalement sous-estimé en général par ceux qui regardent nos reportages. Mais le montage, ça, pour un reportage simple, style les Gay Games ou sur un événement qui dure une demi-journée, une journée, le montage, c'est environ 3 jours à 10 heures par jour sur le logiciel de montage, quoi. C'est vraiment un boulot ardu, c'est un boulot qui demande des compétences très spécifiques, techniques, mais aussi un travail d'écriture. Il y a un début, il y a une fin, il faut bien articuler les interviews entre elles pour que les gens se répondent. C'est ça ici qui fait l'intérêt du reportage. Donc c'est à peu près 3 jours de boulot, 10 heures par jour pour un reportage simple, et un reportage du style Arjo Wiggins, du style Cœur paysan, ou par exemple 12 France typiquement. Ça peut aller jusqu'à 6 jours de montage, 7 jours de montage, une semaine de montage à 10 heures par jour. Donc énormément de travail. Et donc, la réponse à la question, combien de temps entre le point de départ et le produit fini, il peut se dérouler, je dirais qu'entre le tournage et le produit fini, il y a à peu près, pour un reportage simple, 4 jours. Parce qu'après le montage, il y a la phase de correction. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une interaction entre le reporter et le monteur. Donc un travail en synergie pour garder vraiment les meilleurs passages. Mais une fois que le monteur a fini sa V1, sa première version, il y a un aller-retour entre le monteur et l'ensemble de l'équipe. On travaille de façon collégiale. Chacun peut aussi dire attention, c'est moins intéressant là, il y a une perte d'intérêt dans le reportage, j'ai décroché à ce moment-là. Et il faudrait retravailler, réarticuler les interviews, etc. Et ça peut prendre un jour ou 2. Donc en fait, globalement, en moyenne, il y a environ une semaine de délai, quoi, entre 5 jours et une semaine de délai pour qu'un reportage sorte en produit fini. Sachant que on a également tout ce qui est habillage graphique, et en l'occurrence, par exemple, les vignettes qu'on fait pour chaque reportage. Ça se fait en même temps que le montage, et ça prend une demi-journée, 3 heures. 3 heures pour faire une jolie vignette. Et d'ailleurs, je salue Benjamin, qui est d'Arcut, qui nous fait nos vignettes, et qui sont, moi je trouve, vraiment très très belles. Est-ce que tu feras d'autres interviews de professionnels comme le forgeron ? Oui, bien sûr. Il faut donner la parole à ces artisans qui ont un savoir-faire, qui travaillent tous les jours à transmettre ce savoir-faire parfois millénaire. Donc évidemment, c'est totalement dans la ligne du Média pour tous, d'aller les voir, de leur parler, de s'immerger dans leur métier et d'essayer de montrer qu'il y a de belles choses en France à défendre. Et qu'on a de la chance de vivre en France. Je le répète parce que c'est important. Est-ce que vous pensez faire quelque chose en commun avec le média ? Non mais le média, mais vous avez vu comment ils ont roulé sur Étienne Chouard, vous voulez quoi ? Non mais si moi, je peux pas les approcher à moins de 30 mètres, quoi. Pourtant, j'ai rien contre eux, moi, contrairement à eux contre moi, j'imagine. D'ailleurs, je sais pas, parce que j'ai jamais parlé avec eux, mais je pense que oui, ils feraient à moi ce qu'ils ont fait à Étienne Chouard, voire même pire. Donc non, on fera jamais rien avec le média, on va se développer eux de leur côté, nous d'une autre, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Il faut qu'il y ait plusieurs médias, il faut qu'il y ait plusieurs sources d'informations, c'est la clé. Je le redis, c'est très important. Méfiez-vous des gens qui veulent concentrer autour d'eux une audience comme si vous étiez un troupeau de moutons, quoi, et considèrent que votre clic là, leur appartient. Non, vous n'appartenez à personne. Vous pouvez aller voir Zemmour, puis ensuite aller voir une vidéo d'Étienne Chouard, puis ensuite voir une vidéo du média, puis ensuite voir, j'en sais rien, un reportage de Gaspard Glantz, puis au milieu vous marrez avec un sketch de Dieudonné, puis ensuite un sketch de Gad Elmaleh, tiens, pour comparer, et puis ensuite regardez un reportage de Vincent Lapierre. Il n'y a pas de loi, c'est le principe même d'Internet. Vous choisissez vous-même ce que vous regardez, ensuite vous avez votre capacité d'analyse, la lecture derrière, qui vous permet d'avoir votre filtre à vous. C'est très important ça, de constituer vous-même votre propre filtre. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Hein. Je crois n'avoir rien inventé. Alors, toujours chaviste ? Alors bien sûr que je suis toujours chaviste.
J'ai écrit d'ailleurs une biographie d'Hugo Chavez, j'ai traduit ses discours, j'ai quand même fait un travail assez important sur la question et j'ai pas changé d'avis depuis. Bien sûr, j'entends beaucoup de gens me dire oui, mais regarde la situation du Venezuela, c'est que le gouvernement a échoué à atteindre ses objectifs. C'est à la fois vrai, à la fois faux, et surtout faux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas non plus absoudre le gouvernement totalement et dire qu'il a tout bien fait, qu'il a pris toutes les bonnes décisions à tout moment depuis 20 ans que dure ce processus révolutionnaire. C'est faux, bien sûr, ils ont fait des erreurs. D'ailleurs, je le mentionne et dans ma thèse de doctorat et dans la biographie d'Hugo Chavez. Et d'ailleurs, lui-même, Chavez disait qu'il faisait des erreurs. Il se plaignait d'une bureaucratie énorme. Il avait tenté de faire des réformes pour alléger l'administration, pour alléger finalement ses politiques et la mise en œuvre de ses politiques. Il avait tapé du poing sur la table au cours de ses derniers discours présidentiels. On s'en souvient, donc lui-même n'était pas dupe de ça. Donc on peut évidemment formuler toutes sortes de critiques, et il y en a beaucoup même des critiques à faire sur le gouvernement vénézuélien, mais il ne faut jamais sortir ces critiques du contexte politique dans lequel évolue le gouvernement d'Hugo Chavez et maintenant le gouvernement de Maduro, c'est-à-dire une pression monumentale qu'on a même du mal à imaginer, nous, en tant que Français, de la part de ce qu'on appelle l'Empire, les États-Unis, Israël. On a vu que dernièrement encore, des Israéliens ont été inculpés par le gouvernement d'avoir tenté un coup d'État contre Maduro, du personnel du Mossad. Et Chavez le disait aussi, qu'autour de lui rôdaient la CIA et le Mossad, qu'ils le savaient, qu'ils avaient beaucoup d'amis dans les Caraïbes. Tout ça, ils l'ont énoncé et dit. Et il faut s'imaginer ce que ça veut dire que d'avoir un gouvernement, d'être à la tête d'un gouvernement qui est en permanence sous la menace, sous la pression. C'est même plus que des menaces, c'est des attaques. Le gouvernement Trump, aujourd'hui, attaque l'économie vénézuélienne, les structures institutionnelles du Venezuela par la corruption des hauts gradés de l'armée, des fonctionnaires du gouvernement de Maduro, etc. C'est ce qu'on appelle une révolution colorée, un coup d'État doux. Et c'est à cette guerre qui est protéiforme, qui est d'une nouvelle génération, dernière génération, que doit faire face le gouvernement vénézuélien aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est facile ensuite de tirer sur l'ambulance et de dire « oui, regardez, les magasins manquent de je ne sais quoi ». Mais en réalité, je dirais que si on met les choses en perspective, le gouvernement vénézuélien s'en sort plutôt bien, compte tenu de la pression monumentale qui s'exerce sur le gouvernement depuis maintenant 20 ans. Et surtout, et ça c'est vraiment l'indicateur fondamental que chacun de nous peut voir, c'est le soutien populaire au gouvernement. C'est qu'à la limite, si les Vénézuéliens, tout d'un coup, il y avait des manifestations massives, générales, qui emporteraient 80% de la population vénézuélienne contre Maduro, parce qu'il y aurait un ras-le-bol, parce qu'il y aurait une corruption monumentale dans le gouvernement, etc., ce serait le choix des Vénézuéliens de dire « ok, on change de gouvernement, on revient en arrière, on revient aux politiques néolibérales qui ont conduit le Venezuela dans cette situation, finalement. » Ce serait leur choix et on devrait le respecter. Mais ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'on a des millions et des millions de Vénézuéliens qui soutiennent encore le gouvernement de Maduro, malgré tous les inconvénients que recouvre finalement le fait d'affronter l'Empire de face. Comme disait Chavez, on est dans la gueule de l'Empire. Il faut voir que le Venezuela est à quelques brasses des États-Unis, 4e exportateur de pétrole au monde et le 3e importateur aux États-Unis de pétrole. Donc il y a une interaction très forte entre ces deux gouvernements et on voit bien que le gouvernement Trump, parce qu'il s'est retiré partiellement du Moyen-Orient, partiellement parce qu'en fait en sous-main il ne l'a pas vraiment fait, il s'est concentré sur ce qu'il considère comme étant une chasse gardée, pas lui, mais ses conseillers néoconservateurs, une politique de retour aux fondamentaux qui est l'Amérique du Sud, qui était en train de s'émanciper depuis 20 ans. Avec les gouvernements de Kirchner, de Lula, de Correa, d'Evo Morales en Bolivie, de Chavez. C'était une fronde. C'était une fronde avec à sa tête, bien sûr, Chavez et Castro. Donc ils ont mis fin à tout ça, très progressivement. Il y a toujours Evo Morales en Bolivie qui résiste très vaillamment et qui lui aussi, d'ailleurs, on le sait moins, parce qu'on en parle moins dans les médias, mais qui lui aussi a vécu cette guerre de 4e génération. On a Maduro qui tient bon, malgré tout, même si on peut le critiquer par ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout contre, hein. Il faut idolâtrer personne, mais ils tiennent bon malgré tout, et les peuples qui sont derrière les soutiennent toujours. Et c'est ça qui est le plus important. Que penses-tu des accusations portées par Alain Soral ? Alors effectivement, il y a des internautes qui suivent avec beaucoup d'assiduité notre travail, c'est le cas de le dire, et qui formulent des critiques
permanente sur les réseaux sociaux concernant ce qu'on fait aux Médias pour tous. C'est pas que moi qui suis attaqué, en réalité c'est toute l'équipe du Médias pour tous qui est attaquée. Jusqu'à maintenant, vous avez vu, ça fait 1 an qu'il y a des injures même qui sont proférées, de la diffamation clairement, des mensonges bien sûr, à mon encontre et à l'encontre de notre travail et de l'équipe. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait le choix de ne pas y répondre. Je pense que c'est le choix de la sagesse, tout simplement, c'est-à-dire de prouver par mon travail que les critiques qui sont formulées sont aberrantes, fausses, ridicules, à ras les pâquerettes, hors sujet, faux, nul, zéro, comme dirait l'autre. Mais malgré tout, je pense qu'un jour j'y répondrai. Je ne sais pas quand, parce qu'on ne va pas m'imposer un calendrier. Moi, je considère que j'ai plus important à faire que de répondre à la cathédrale de crachats que certains me construisent. À leurs dépens d'ailleurs, pas à mes dépens, parce que nous, notre projet, en fait, il fonctionne de mieux en mieux, on s'organise de mieux en mieux, on fait des reportages. Je pense à Arjo Wiggin, je pense à Cœur Paysan, je pense au travail qu'on a fait avec les Gilets jaunes, je pense au travail qu'on a fait, que fait Thibaut et que fait Pierre aussi, même si, bien sûr, ils viennent de démarrer, donc c'est perfectible, on peut toujours critiquer. De toute façon, on peut toujours tout critiquer. Mon père m'a toujours appris, tu peux faire un pas, quelqu'un peut critiquer ce pas, tu vois. C'est la nature humaine qui est comme ça. Simplement, moi, je trouve gonflé de critiquer quand soi-même, on ne produit pas. On n'est pas capable de produire ce que fait celui qui est l'objet des critiques, tu vois. Et puis il y a aussi une idée forte qui est que les injures en disent plus sur celui qui les profère que sur celui qui est visé. Donc c'était un peu ça jusqu'à maintenant ma philosophie, mais malgré tout, peut-être qu'un jour j'y répondrai, quand je voudrais et de la forme que je voudrais. Voilà, je ne me laisse pas imposer un calendrier, la France est en cours d'effondrement, réellement, il y a un danger vital pour notre pays, et quand je dis la France, je parle du peuple français, on le voit bien avec les Gilets jaunes, et même tous ceux qui ne sortent pas aux manifestations des Gilets jaunes, mais qui souffrent aujourd'hui en France de pauvreté, des services publics qui s'effondrent, de la vente de notre pays à la découpe, de la souveraineté de notre pays qui est maintenant inexistante avec cette Union européenne qui est une véritable dictature à ciel ouvert sur l'ensemble des pays européens. Et les politiques qui nous trahissent en permanence en nous vendant du rêve à la télévision, les médias qui nous trahissent, c'est de la très haute trahison. Je veux dire, si un processus révolutionnaire devait s'enclencher, moi, si j'avais un conseil à leur donner à tous ces gens, c'est de se barrer du pays le plus vite possible, à Koblenz, quoi, tu vois. Parce que les mecs, ils vont finir par se faire choper, tu vois, un jour. Et vraiment, ça va chauffer. Ça ne peut pas perdurer éternellement. Donc, on a des enjeux colossaux pour notre pays, et moi je devrais répondre à des injures qui, là oui, c'est les égouts, quoi. Je veux dire, donc non, je ne me laisse pas imposer de réponse, j'y répondrai quand je voudrais, de la forme que je voudrais. Et puis j'invite chacun à analyser ce qui se passe, être dans l'exactitude, regarder les faits, regarder ce qu'on a dit, regarder ce qu'on a produit, regardez ce que ceux qui nous critiquent produisent et puis faites la balance et analysez vous-même. Voilà, moi je compte sur l'intelligence des gens. Je suis pas là pour essayer de les convaincre que j'ai presque toujours raison. Je suis pas là pour essayer de les convaincre que ce que je fais c'est mieux que ce que font les autres, que je dois être le seul au sommet de la montagne, de la dissidence à triompher. C'est pas ça du tout ma logique. Moi au contraire, j'invite tout un chacun à monter des projets, à formuler des propositions, à nous rejoindre s'ils trouvent que ce qu'on fait est intéressant, à en rejoindre d'autres s'ils trouvent que ce que font d'autres gens est plus performant. Je ne suis pas du tout sectaire. Donc analysez par vous-même, faites-vous votre avis, et puis moi un jour peut-être que j'y répondrai à toutes ces critiques, on verra. Que pensez-vous de faire un reportage sur le tir sportif ? Alors un reportage sur le tir sportif, c'est justement un reportage qu'on a prévu de faire à la rentrée. Donc on est en contact avec une association de tir, une association de défense du port d'armes aussi. Et c'est un reportage qu'on va faire, donc que vous verrez normalement à la rentrée. Voilà, si tout va bien. As-tu pensé à couvrir la soirée électorale pour la présidentielle américaine l'an prochain ? Alors moi j'aimerais beaucoup faire des reportages à l'étranger. On a commencé à en faire déjà en allant au procès d'Assange à Londres, devant le tribunal de Londres. C'est là où allait se décider s'il allait être extradé ou pas par les autorités britanniques aux États-Unis. Donc on a couvert ça, cet événement. C'était la première fois, je crois, qu'on allait à l'étranger. C'est une perspective qui m'intéresse beaucoup, même si je parle très mal anglais.
Mais j'ai pensé d'ailleurs aller au Venezuela aussi, faire un reportage pour voir ce qui se passait à Caracas exactement, voir ce qui se passe dans les pays d'Europe, etc. Mais ça demande une organisation que pour l'instant, on n'a pas encore, et un budget, débloquer un budget qui est vraiment important par rapport à nos moyens. Et puis aussi, on a la tête dans le guidon, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, on produit des reportages quand même assez régulièrement, on en fait maintenant un par semaine, on arrive à tenir cette cadence, voire même 2 par semaine. Nous, vraiment, notre objectif, là, à moyen terme, c'est d'atteindre 2 reportages par semaine de qualité, parce qu'il faut à la fois produire plus, mais maintenir le niveau de qualité. Donc, pour l'instant, c'est ça la logique. Bien sûr, à terme, l'idée, ce serait de voyager, d'aller, s'il y a un coup d'État à tel endroit, y aller. Ce serait aussi bien d'aller en Syrie, par exemple. C'est une idée que j'ai, ou aller en Russie, découvrir la Russie. Voilà, tout ça, c'est à faire, mais je dirais à moyen long terme. On a besoin de vous. En fait, moi, je le dis très simplement, parce que c'est presque une banalité, mais sans ceux qui participent, qui sont donc des contributeurs de l'association Le Média pour tous, sans vous, nous ne pourrions pas faire tout ça. Donc, merci à vous tous, même si votre contribution est modeste, entre guillemets, si c'est 2 € par mois, 5 € par mois, c'est énorme pour nous. C'est le cumul des forces qui fera qu'on pourra développer le média pour tous et peut-être un jour avoir effectivement un reporter, un caméraman dans chaque région de France, dans les villes les plus importantes, pouvoir couvrir un événement dès qu'il se produit, pouvoir produire du contenu écrit plus régulièrement, remplacer la revue de presse par des articles à nous, c'est-à-dire il faudra un jour même se substituer à l'AFP qui domine totalement la chaîne de l'information française, puisqu'il faut bien comprendre que Le Point, Le Figaro, etc., quand un événement se produit, ils vont à la source, leur source c'est l'AFP, pour 99% d'entre eux. Donc il faudra un jour combattre l'hydre directement et devenir nous-mêmes une AFP, mais une AFP honnête, une AFP populaire, une AFP française. On est dans un secteur d'activité, dans une tranchée où tout coûte très cher. Derrière chaque caméra, il faut une personne, devant aussi quand c'est un reportage. Quand on écrit un article, il faut quelqu'un qui l'écrive et qu'il faut qu'il ait les compétences pour l'écrire. Et tout le monde n'a pas les compétences pour écrire un article, tout le monde n'a pas les compétences pour monter un reportage. Ce sont des compétences qui sont très spécifiques et qui coûtent cher. Et c'est pour ça que nos concurrents, entre guillemets, eux, ont des subventions de l'État, des multinationales, des banques. Eux ont des centaines de millions d'euros derrière eux pour produire leurs émissions. Or nous n'avons que vous. Donc c'est un peu David contre Goliath. C'est pas grave. C'est pas nous qui choisissons le terrain sur lequel on combat, c'est l'ennemi qui le choisit en l'occurrence. Donc on est sur un terrain très défavorable pour nous, puisque on voit qu'au niveau des financements, nous n'avons que vous, alors qu'eux ont tout à leur disposition, en termes de matériel, de compétences, de personnel, etc. Donc ça vous rend absolument indispensable. Autant indispensable que nous-mêmes qui sommes sur le terrain. Vous faites partie de la chaîne du média pour tous, intégralement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Ceux qui contribuent c'est un acte fort de dire on va construire un média honnête, un média intègre qui parte de la base, pour la base et par la base. C'est-à-dire du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. C'est très populiste comme vision des choses. C'est parti. Ah oui, c'est moche. On est dans une période où il faut conserver les terres agricoles, conserver l'eau. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? De tout détruire. Et nous, on dit stop. Là, on n'est pas dans du complotisme. C'est un haut diplomate des États-Unis qui suit le dossier de très près, qui dit « Nous sommes en train de sanctionner l'entreprise pétrolière pour avoir en conséquence des mois et des années de souffrance pour le peuple vénézuélien. » Je travaille à BFM TV. Non, arrête tes conneries. Ouais, je te jure. Je travaille à BFM TV. Oui, je raconte des conneries tous les jours. On nous a habitués un peu à suivre le mouvement. Dès ta naissance, tu suis le mouvement. Il y a un moment où quand tu essayes de dévier, t'es mal vu. Il faut retrouver du sens. On a trop abîmé beaucoup de choses sur ce dernier siècle par l'industrialisation, par la mondialisation. Alors on est vraiment tout près de l'hôtel où se déroule le Bilderberg. On est à quoi? À 200 mètres? 150 mètres? Est-ce qu'ils vont daigner lire la pancarte que cette dame brandit? Les maîtres du monde s'en foutent un peu de votre pancarte. Bien sûr, s'en foutent. Mais moi je l'ai fait pour mon âme.